votre audio et vidéo est désactivé dans le format de séminaire en ligne, mais on vous encourage toutefois d'interagir avec nous. Puis vous pouvez le faire en utilisant le menu de Zoom. Donc, vous avez le chat où vous pouvez nous envoyer des messages aux animateurs et on peut également publier des liens ou des informations dans cette section-là. Puis on vous encourage fortement aussi de nous soumettre vos questions tout au long de la présentation, puis on va les répondre au fur et à mesure. Vous pouvez aussi les soumettre de façon anonyme. Je vais aussi juste vous laisser savoir que la présentation ce soir serait enregistrée, puis va être disponible par la suite sur le site web de Jeune Transcan. Aussi, si vous voulez modifier l'audio, vous pouvez juste regarder la section Audio Settings, puis utiliser la flèche pour changer votre haut-parleur pour des écouteurs si vous voulez. Vous pouvez aussi aller et revenir entre le plein écran en cliquant sur le haut droit de votre fenêtre de Zoom, ou vous pouvez aussi appuyer sur Échapper pour quitter le plein écran. Vous pouvez aussi réduire pour faire une petite fenêtre pour pouvoir glisser autour de votre écran pour ouvrir d'autres choses si vous voulez. Et finalement, vous pouvez utiliser la petite flèche verte pour revenir à votre fenêtre de Zoom complète. Donc, encore une fois, bienvenue. On vous remercie d'avoir participé à cette présentation ce soir. Cet événement a 3 objectifs. Donc, premièrement, pour partager des informations sur notre projet, pour vous présenter notre deuxième infographique et aussi pour répondre aux questions au sujet du projet et de notre infographique. Je vais laisser les animateurs se présenter ce soir. On va commencer avec Dr. Gauche. Bonsoir, je suis Chouveau Gauche, co-directeur du Centre de santé Meraki. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gabriela, je suis la coordinatrice de recherche au Centre de santé Meraki. Moi, c'est Maria Scola, je suis coordonnatrice clinique au Centre de santé Meraki. Je suis Annie-Pauline Sansfaçon, je suis co-chercheuse pour le projet Jeune Transcan, puis aussi chercheuse principale pour le projet Récit de soins, dont on va discuter un petit peu plus tard. Moi, c'est Françoise Susset, je suis psychologue et thérapeute conjugale familiale. Je travaille, entre autres, à Meraki. Et je suis Sandra Godovac, je suis la coordonnatrice du projet Jeune Transcan. On va maintenant passer la parole à Dr. Gauche et à Gabriela qui vont nous guider dans une reconnaissance de terrain. Bon, merci Maria. Donc, c'est juste pour reconnaître notre terrain. Puis, on tient d'abord à souligner que malgré le contexte virtuel de cette présentation, nous sommes quand même sur la terre, et les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce soir font partie de territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Kanien'kehá:ka. Historiquement, cette terre est aussi connue comme un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières Nations. Et avec ces paroles, je vais aussi laisser un petit bout de temps à Gabriela pour guider cette reconnaissance un peu activement. Donc, je vais passer le mot à là. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, juste pour ajouter à cette reconnaissance, un peu plus profondément, un peu plus personnellement, alors je vous invite de juste prendre un instant de vous situer dans votre siège et vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous ou trouver une place où les yeux peuvent se reposer en face de vous. Et on va commencer la pratique avec 3 respirations profondes. Alors, une grosse inhalation vers le nez et une exhalation par la bouche. Inhaler pour remplir et exhaler pour laisser tomber la tension. Et une fois de plus, juste comme ça. Et exhaler. Alors, je vous invite de
Donnez votre attention aux endroits où votre corps est connecté à la siège en dessous de vous. Cette surface, on va la reconnaître dans cet instant-là comme une extension de la terre, de l'éthérien, qui s'appelle Jojage, sur lequel les peuples Kanien'kehá:ka sont les custodiens naturels. Et en dirigeant notre attention aux endroits où nos propres corps, dans cet instant-là, sont connectés à la terre, on remercie la terre pour tout ce qu'elle fait pour nous supporter dans la vie de journée à journée. Et au peuple qui l'ont protégée et qui continuent à la protéger aujourd'hui. Et dans cet instant-là, on prend notre responsabilité aussi à ce terre, à ce terrain. Notre responsabilité de la protéger comme elle nous protège. Et observez quelles émotions, quelles sensations s'arrivent en train de faire cette pratique de reconnaître notre relation avec la terre. Et quand vous êtes prête de terminer la pratique, on va prendre une grosse respiration ensemble. Une inhalation par le nez et exhaler par la bouche. Et merci pour votre présence. Merci beaucoup. Alors, Shuvah. Oui, merci. Donc, je vais prendre juste quelques instants pour introduire l'étude, juste à dire qu'est-ce que l'étude Jeune Transcan. C'est une étude pan-canadienne, c'est-à-dire pan-canadienne pour inclure 10 centres cliniques au Canada, à travers le Canada, qui fournissent des soins médicaux de confirmation de genre aux jeunes. Puis les résultats cherchés, on pourrait juste attendre un instant. Je peux le... Oui, la diapo. Les résultats médicaux, sociaux et familiaux des jeunes trans et non-binaires, les deux identifications, sont parties de cette étude. Merci. Donc, les participants dans cette étude sont âgés de moins 15 ans, qui ont atteint la puberté, ont été recrutés par notre coordinatrice de recherche, puis les autres membres de l'équipe, s'il y avait un bon moment à discuter la recherche. Puis, ils sont suivis pendant 2 ans dans leur parcours de soins médicaux, de confirmation de genre, avec l'implication de notre coordinatrice de recherche, Gabriela. Ils ont participé dans les entrevues, ils ont rempli les questionnaires et les sondages. Puis, ils ont aussi choisi un membre de la famille comme parent ou gardien qui est aussi participant dans leur recherche. Comme un peu démographique, comme les réalités vécues par les participants. Parmi les 174 jeunes, l'âge moyen a été 13,8 ans, puis avec un rang entre 10 et 15 ans. Genre identifié, auto-identifié, on pourrait dire, mais aussi confirmé par notre équipe, sont 76% transmasculins, 16% transféminins et 8% non-binaires. Intéressant pour nous autres et aussi peut-être pour les participants ce soir qui sont présents ce soir.
il y a 19% autochtones dans notre groupe de recherche recrutés pour la recherche. C'est beaucoup plus que le pourcentage dans la population canadienne. Donc, c'est intéressant quand même, juste quelque chose à discuter peut-être pendant la discussion, les questions-réponses après. Puis, parmi les parents, c'est-à-dire il y a 160 parents qui ont été, ou les personnes responsables, les gardiens pour les participants jeunes de la recherche. Et la majorité était des mamans. 76% mères biologiques, 8% mères adoptives, c'est-à-dire 84%, si la mathématique est correcte, les maths, oui, donc c'est 84% mères. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le recrutage de participants. Puis 16,2% sont partis ou identifiés comme une minorité sexuelle ou minorité de genre. Donc, c'est aussi intéressant de savoir les chiffres en total et on pourrait discuter un peu plus en détail si nécessaire durant la discussion. Donc, alors, ici, c'est notre première infographie qui a été publiée le mois dernier. Tu peux le télécharger sur notre site web au sujet des expériences scolaires. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre nouvelle infographie au sujet du soutien parental qui est aussi sur notre site web et nous vous encourageons de le télécharger ici. Et on parlait un peu plus sur les choses dans l'infographie. Gabrielle? Alors, ouais, merci. Alors, on ne pouvait pas vous donner tout ce qu'il y avait dans l'infographie, mais on a choisi certaines choses qu'on trouvait importantes à partager au sujet du soutien de parents pour les jeunes et le genre. Alors, premièrement, je vais vous diriger vers le haut à gauche. Ce que les jeunes expriment à propos du soutien de leurs parents. Et c'est important de noter que c'est dans deux domaines. Alors, le support pour le soin médicaux d'affirmation de genre et aussi le support pour leur propre identité ou expression de genre. Alors, c'est des catégories différentes. Alors, lorsqu'on a quand même similaires les pourcentages, c'est vraiment des différents domaines de réponse. Mais on voit des similarités. Alors, dans le 62% des jeunes qui notaient que tous les parents offrant beaucoup de support. Avec le soin de confirmation de genre, c'était 62%. Avec l'identité de genre, juste un petit moins, 60%, mais quand même toujours assez significatif. Puis, on voit le soutien mixte ou modéré à 38% dans les deux domaines. Puis, heureusement, on voit un très, très bas pourcentage pour des jeunes qui rapportaient que tous les parents n'offraient aucun support. Alors, juste une petite note sur le soutien mixte ou modéré. Alors, peut-être on dirait que on voulait compliquer un peu cet résultat parce que dans le sondage, on demande pour chaque parent leur niveau de support. Alors, si un jeune rapportait qu'il y avait un parent qui était très, très supportif et un autre parent qui était moins très bas supportif, ça va comme modérer dans le milieu. Alors, ce catégorie d'expérience est inclus dans ce type de support modéré. Puis, à droite, dans le carré bleu, on voit qu'un résultat important, c'est que les jeunes où tous les parents offraient beaucoup de soutien vivaient moins de détresse de genre que les jeunes ayant un soutien parental modéré ou mixte. Alors, ça veut dire que même s'il y a un support modéré, un support
avec beaucoup de support, ça fait une différence dans la détresse. Alors, ça amplifie l'importance d'offrir beaucoup de support pour que les jeunes peuvent se sentir ça et ça aide à améliorer la détresse. Puis aussi, en bas, en rose, on a une infographie qui vous démontre l'importance la différence entre les perceptions du support que les jeunes peuvent voir auprès les parents et au contraire aussi. Alors, environ 15% des jeunes jugeaient le soutien de leurs parents plus positivement que les parents évaluaient leur propre soutien eux-mêmes dans leur propre sondage. Et à côté, 20% des jeunes jugeaient le soutien de leurs parents plus négativement que les parents évaluaient leur propre soutien. Alors, ça démontre qu'il y a des différences dans la perception du soutien et ça indique que c'est important, pas juste d'offrir du support, mais aussi de communiquer auprès le type de support qui est offert et demander aux jeunes comment est-ce que vous vous sentez en train d'être supporté. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de vous supporter le mieux et comment est-ce que c'est aperçu? Alors, on va continuer. La prochaine, on discute l'impact sur la famille de la processus de partager l'identité de genre. Alors, 56 des jeunes sentaient que leur famille les comprend. Pour les adolescents, c'est quand même un gros pourcentage. Puis à côté, 82% des jeunes se sentaient que leur famille soucie de leurs sentiments. Alors, c'est quand même un gros nombre. Ça nous apaise de voir que la plupart des jeunes se sentaient supportés, que les familles soucient de leurs sentiments. Puis dans le VAR, on voit moins de 10% de jeunes et des parents disaient que d'aborder l'identité de genre de leurs jeunes a eu un impact négatif sur la famille. Alors très peu. Mais environ la moitié des jeunes et des parents disaient que d'aborder l'identité de genre de leurs jeunes a eu un impact positif sur la famille. Alors, c'est quand même quelque chose à noter, et spécialement, moi, c'est la personne qui, moi, je fais les sondages. Alors, on pose des questions quantitatives, mais aussi on donne des options pour les jeunes d'élaborer. Et dans la plupart de mes expériences à poser ces questions-là, qu'est-ce que je voyais? C'est que les jeunes disaient que le concept de introduire leur identité de genre et faire face à leur identité de genre avec leur famille a ouvert la communication dans la famille. Et dans quelques cas, ça permettait que autres problèmes ou dynamiques avaient plus d'espace d'être adressés dans la famille. Il y avait un renforcement qu'ils voyaient qui n'était pas là avant. Alors, ça donne un peu d'espoir et un sentiment positif auprès de qu'est-ce qui est possible quand on ouvre la connexion dans cette manière-là. Et finalement, on mettait ce beau infographique sur ce que les jeunes disaient qu'ils avaient besoin de la part de leurs parents. Et on posait cette question dans deux différentes stratégies. Premièrement, on demandait, qu'est-ce que tu as besoin le plus de tes parents? Puis, dans certains cas, les jeunes disaient, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Et on demandait, c'est quoi la chose la plus importante? Alors, dans ce domaine-là, peut-être il y a certains jeunes qui veulent quelque chose qui n'est pas là, et ça, c'est représenté dans l'infographique, mais aussi des choses qui sont le plus importantes. Alors, c'est une bonne référence pour les parents de voir c'est quoi les choses le plus importantes que moi, je peux offrir vers mon jeune qui est dans le processus de faire face à son identité de genre. Dans le plus grand, on voit le soutien de l'intimité, de patience, de liberté, d'amour, compréhension, émotivité, mais aussi en addition à ces choses moins concrètes, ces concepts, ces sentiments, il y avait aussi des choses concrètes, des ressources que les jeunes avaient besoin. Accès à l'alimentation, des hormones débloqueurs, de chirurgie, accès aux soins financiers, médicaux, des besoins comme ça. Alors, il y a deux domaines qui sont représentés dans cette infographie pour les parents, pour référence à qu'est-ce que les jeunes ont vraiment besoin dans ce processus.
Oui, merci, Gabriella. Donc, je vais poursuivre. Je vais parler un petit peu du projet Récit de soins d'affirmation de genre, qui est une étude complémentaire au projet dont on vient juste de discuter, donc Jeune Transcan. C'est un projet qui s'intéresse vraiment aux histoires des jeunes et de leurs parents. Donc, on a examiné les expériences des enfants et des jeunes trans et de leurs familles qui ont accès aux soins d'affirmation de genre pendant différents stades là, de leur puberté pour mieux comprendre leur parcours puis leur motivation à aller chercher des soins. C'est quoi les stratégies qu'ils utilisent aussi pour exprimer, pour gérer la dysphorie, puis naviguer les différentes situations sociales et familiales. Qu'est-ce qui contribue à leur bien-être psychosocial et à leur qualité de vie, puis leur expérience de soins et d'intervention médicale. Donc, je ne parlerai pas de tous ces aspects-là aujourd'hui parce que ça ferait très long. Je vais me concentrer sur les aspects qu'on rapporte par rapport aux parents. Alors, qui sont nos participants? On les a recrutés dans 3 cliniques et non pas 10. 3 cliniques qui sont CHIO à Ottawa, le Centre de santé Miraki ici à Montréal et le Centre de santé, le Centre de sciences de la santé à Winnipeg. Et on a mené 72 entrevues avec 36 jeunes et 37 de leurs parents, 37 parents. Il y a une famille où il y a un couple qui ont interrogé ensemble. Puis parmi les jeunes, l'âge moyen est peut-être 14,5, mais on en a des plus jeunes aussi. Là. Il y a 5 jeunes âgés de 9 à 12 ans. Vous pouvez voir les statistiques ici, jusqu'à des jeunes âgés de 17 ans. On a 21 jeunes qui s'identifient plus sur le spectre transmasculin, 15 qui étaient plus sur le spectre transféminin et 3 jeunes non-binaires. Mais il faut dire que les jeunes s'auto-décrivaient, s'auto-identifiaient. Donc là, on a mis ça dans des cases pour vous le présenter. Mais il y avait vraiment une grande diversité d'identités représentées dans notre échantillon. Et on a collecté plein d'informations aussi sur non seulement là, leurs données socio-démographiques, mais aussi sur le soutien qu'ils vont aller chercher du point de vue des parents et du point de vue des jeunes. Donc, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a trouvé en lien avec le soutien parental et comment ça évolue à travers le temps. Et c'est une donnée qui est très importante parce que quand on regarde le soutien parental, parfois on regarde ça juste à un certain moment. Donc, nous, on essaie de retourner un peu dans l'histoire des jeunes et des parents pour voir qu'est-ce qui se passait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les parents interprètent la non-conformité ou la variance de genre de leurs enfants au tout début comme étant une attirance sexuelle autre que hétérosexuelle. Donc, ils ne voient pas ça comme une question d'identité de genre, ils voient vraiment ça comme une question d'orientation sexuelle. Et parfois, ils vont dire qu'ils n'ont rien vu. Il y a des jeunes qui, en fait, ne présentaient aucun signe parce qu'en fait, quand on regarde les trajectoires des jeunes, leur trajectoire développementale, on se rend compte qu'il y en a qui vont avoir affirmé leur identité de genre très, très tôt dans leur vie, mais il y en a d'autres qui ne l'auront pas affirmé avant plus tard. Donc, ça fait sens que certains n'aient pas vu de signe, mais il faut aussi se dire que certains enfants cachaient leur identité ou retardaient le coming out parce qu'ils voulaient protéger soit leurs parents, soit qu'il y avait des contraintes ou soit qu'ils étaient inquiets des réactions des parents. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les parents s'aperçoivent de rien, c'est que les jeunes commencent à vivre un haut niveau d'anxiété avant leur coming out. Et le coming out est souvent vécu par les jeunes comme un soulagement. Surtout lorsque la réaction du parent, évidemment, est meilleure qu'anticipée, parce que les jeunes nous ont parlé très longuement comment la période du coming out, c'était vraiment anticipé et souvent de façon négative. Et finalement, les jeunes nous ont dit que c'était pas si pire que ça ou que c'était bien. Donc, on a eu plus de réactions positives, ce qui fait un peu sens avec les données de l'étude Jeune Trans Youth. Peu importe la réaction, beaucoup de parents commençaient à se sentir un peu stressés et inquiets en écoutant le coming out. Fait qu'on a d'un côté le jeune qui commence à se sentir mieux, puis on a d'un autre côté le parent qui peut vivre un choc, même parfois une expérience de deuil. Je vais en reparler dans une seconde. Je ne contrôle pas le PowerPoint. Donc, voilà. Donc, le processus de transition, ce qu'on voit, c'est que en fait l'enfant, à partir du coming out, commence souvent à s'épanouir, tandis que le parent va vivre d'autres émotions qui sont parfois très différentes. Donc, le jeune peut commencer à profiter de la vie. On voit, en fait, dans les récits qu'il va y avoir souvent ils vont cesser d'avoir des comportements autodestructeurs. Pendant ce temps-là, le parent va débuter un processus de deuil et d'adaptation. On pourra en parler tout à l'heure dans les commentaires, dans les questions. On voit qu'il y a des parents qui veulent des fois que ça aille un petit peu plus vite que l'enfant et des fois, c'est vice-versa. Donc, quand on voit l'enfant va aller plus vite que le parent, des fois, le parent veut ralentir. Des fois, l'enfant va aller moins vite, le parent veut aller que ça aille un petit peu plus vite, surtout dans les situations où le jeune ou la jeune vont avoir une identité de genre un peu plus non-binaire, peut-être un petit peu plus neutre. Alors, le parent va dire,
est-ce qu'on peut se dépêcher à continuer à transitionner? Là, on veut arriver à quelque part. Donc, on voit encore ici qu'il y a un décalage entre l'expérience du jeune puis l'expérience du parent. Et à mesure que le jeune et son parent cheminent à travers ce processus-là, on voit que le parent se met en action parce que souvent, le parent va voir que l'enfant, en fait, se sent beaucoup mieux. Donc ça va aider le parent, en fait, à mieux accepter son enfant. Plusieurs jeunes ont rapporté que leurs idées suicidaires ou les comportements d'automutilation ont cessé grâce au soutien reçu dans la transition. Ici, il faut dire que ce n'est pas juste le soutien parental, ça peut être aussi le soutien à travers les interventions médicales, aussi le soutien social que le jeune va recevoir, mais l'expérience de soutien va vraiment avoir un effet positif sur le jeune et les impacts positifs rassurent les parents, donc les parents soutiennent plus, ce qui solidifie leur relation. Donc, c'est un processus d'apprentissage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle aux parents et aux enfants séparément, puis qu'ils retournent en arrière, des fois, ils se disent « Ah non, on n'avait pas vu ça, là, finalement. » Mais quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ils ont bâti leur récit ensemble parce que les enfants vont utiliser des exemples pour parler de quand ils étaient plus petits, les mêmes que les parents. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a eu une compréhension commune là, du récit qui s'est construit à travers l'interaction entre le parent et l'enfant. Et certains jeunes se sont rappelés de souvenirs là, que leurs parents leur ont décrit. Donc, on le voit à travers les 2 entrevues. Et les parents, finalement, vont finir par comprendre les signes rétrospectivement, même si quand ils se sont dit, quand ça a commencé, je ne voyais rien, il n'y avait pas de signes. Alors, à mesure qu'ils grandissent dans le processus, ils disent « Ah oui, là, ça fait sens, là, je commence à comprendre ce qui se passait avant. » Et donc, la perspective des parents change durant le processus de transition. La plupart sont en mesure d'observer que l'identité de leur enfant fut le même tout au long de la vie, qu'il y a vraiment une continuité, même s'ils ne l'ont pas vu au début. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment les parcours entre le parent et le jeune sont très, très différents. Là, vous comprendrez que chaque famille va avoir un parcours différent. Donc, c'est loin d'être un graphique qui représente tout le monde. Mais je pense que ce que vous devez retenir, c'est que les parents, parfois, vont partir dans une situation de bien-être, tandis que le jeune ne va pas tout le temps bien aller parce qu'il y a des doutes, des parts, des réactions. Et là, le coming out, ça va vraiment être un choc pour le parent. Et c'est là où est-ce que l'enfant va commencer à se sentir mieux parce qu'il va pouvoir avoir parlé de son identité de genre, tandis que le parent va prendre plus de temps avant de l'accepter. Et c'est vraiment la ligne du temps qui est importante ici. Le temps, c'est tout pour les parents dans le processus d'acceptation et les récits finissent par se rejoindre avec une relation qui est renforcée dans les données qu'on a eues dans la recherche dont je suis en train de vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on veut que tout savoir ce qui vient pour Jeune Transcan. Notre prochaine infographie sera au sujet qui sont les jeunes trans et non-binaires en soins cliniques, qui sera publiée en novembre. Alors, toujours garder l'œil sur notre site web pour les mises à jour. Et nous avons des articles académiques qui sont en train d'être publiés, de soumettre sur les caractéristiques des jeunes, les expériences des parents, les voies de vers de soins de confirmation de genre et aussi de valider les nouvelles mesures de détresse de genre et de positivité de genre qui sont 2 mesures séparées. Et aussi, nous vous encourageons de contacter nous si vous avez des questions après ce séminaire, mais aussi utiliser la fenêtre Q&A pour soumettre toutes nos questions ou vos commentaires. Et merci beaucoup à notre équipe de recherche. Alors, nous n'avons pas de questions, mais si quelqu'un a une question que vous voulez soumettre ou des commentaires que nous n'avons pas de... Oh, OK. On a une question. Est-ce que pourquoi il y a plus de jeunes trans masculins que jeunes trans féminins? Si on peut parler un peu de cela.
Allez-y, Shubho, tu l'as fait la dernière fois. OK. Donc, moi, je vais juste dire que... Mais dans l'étude, oui, on a un peu plus, par rapport aux chiffres, hein, un peu plus de transmasculins que transféminins. Mais ça ne signifie pas la population générale nécessairement. C'est aussi comme un groupe. Et ça ne signifie pas la population de notre clinique. Parce que selon nous, on a plusieurs patients. On a beaucoup de patients transféminines, transmasculines, les personnes dans les deux identifications, mais aussi non-binaires. Mais on a choisi, peut-être on a recruté dans notre étude un groupe qui peut-être représente un peu plus de transmasculinité. Donc, ça, c'est une partie de l'explication de ces chiffres, mais aussi plus généralisée dans la population québécoise, dans la population canadienne. Si on dit, oui, combien de personnes trans sont transmasculins, individus transmasculins ou individus transféminins, soit dans nos jeunes trans, combien sont des personnes transmasculines ou des personnes transféminines. On a un mouvement, un peu un shift. Et comme j'ai expliqué dans la dernière présentation, la présentation sur Zoom en anglais il y a quelques minutes, c'est aussi un changement que nous avons expérimenté depuis 10 ans environ. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de recherche de côté parental pour les petites ou les jeunes transfilles. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de connaissances, un peu plus de recherche pour les soins, un peu d'intervention, aussi de discussion pour les trans garçons. Donc, ça pourrait aussi représenter un peu plus les chiffres dans notre étude. Mais il y a plusieurs facteurs. Et ce n'est pas juste une raison, et ce n'est pas juste les chiffres absolus ou comme un numéro creux qu'on pourrait utiliser un brut à décider où il y a plus de personnes transmasculines dans le monde ou dans notre population ou au Québec. Ce n'est pas nécessairement le cas. On ne représente pas dans notre recherche de cette étude toute personne identifiant transmasculine ou transféminine. Donc, je vais aussi laisser la parole un petit peu à Dr. Sucette, peut-être à ajouter ou considérer des autres choses. Excuse-moi, j'étais en conversation dans le chat. Je suis désolée. Je vais répéter peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. J'imagine que est-ce que tu as couvert mon commentaire par rapport au développement? Je ne t'entends pas. J'ai pas dit exactement comme les étapes de développement, mais okay. Ouais. Mais vous pouvez dire ça. Moi, je pourrais peut-être ajouter juste la façon que vous avez dit. Oui, il y a aussi un certain développement différent entre les deux groupes. Puis on doit le respecter aussi pour décider à quel âge, quel groupe sera comme représentant dans notre population clinique. Ce n'est pas si facile à décider. Oui, à 9 ans, toute personne trans est côté masculin ou plus côté féminin. Ce n'est pas si facile. Il y a un processus de développement, les étapes de développement différents entre les deux groupes. Oui, absolument. Et je pense qu'il y a des biais sociaux aussi qui influencent l'épanouissement que j'appellerais naturel. Dans cette diversité d'identité de genre, d'identification qui existe très probablement, cette diversité-là est présente probablement dès le départ chez nos enfants, mais le jour où on aura d'abord une éducation
aux enfants qui leur donnent un langage et des concepts pour identifier en eux-mêmes ce qu'ils vivent à partir de l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, c'est une période critique, d'être capable de s'identifier. À partir de ce moment-là, et si on laissait vraiment l'expression de genre, l'épanouissement naturel des intérêts de chaque enfant se faire, je pense que là, on aurait peut-être un portrait beaucoup plus juste rendu à l'adolescence. Mais ce que je constate, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été démontré, mais ce que je constate, c'est que les enfants assignés garçons à la naissance subissent une pression sociale dès un très jeune âge pour réprimer toute expression féminine, dite féminine, hein, qu'on s'entend, et ont beaucoup moins de place pour s'épanouir que les enfants assignés filles, à cause de la deuxième vague du féminisme, bénéficient d'un plus grand espace pour vivre leur vie de façon tranquille, en s'épanouissant plus naturellement, sans nécessairement se poser de questions par rapport à leur identité de genre comme telle. Ce sont des enfants qui ont le droit de jouer avec les enfants qu'ils veulent, qui ont le droit de ne pas porter de robe, de grimper dans les arbres, de jouer au soccer. Et c'est à la puberté que vraiment, là, rien ne va plus. D'abord parce que la puberté au plan physique est assez radicale, mais aussi parce que au plan social, on accepte qu'un enfant perçu comme une fille ait des amis de garçons seulement, ne se maquille pas, ne s'intéresse pas au magasinage, etc., jusqu'à la puberté. Et à la puberté, socialement parlant, c'est là où la pression de s'engager dans une féminité très claire, très régimentée, un peu comme les enfants assignés garçons dès l'âge de 3-4 ans ne doivent pas jouer avec des poupées, ne peuvent pas porter de robe, etc., sans être vus de façon suspecte. Cette pression-là s'exerce à la puberté chez les enfants assignés filles. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va être vraiment intéressant de reculer dans le temps et d'essayer de créer des espaces pour ces enfants pour vraiment pouvoir étudier qu'est-ce qui se passe naturellement. Et là, je pense qu'on n'aura pas nécessairement les mêmes données dans nos cliniques qui accueillent les jeunes ados. On a aussi une question. Comment reconnaître la détresse chez un jeune enfant, par exemple moins de 5 ans, liée à une dysphorie de genre? Ça, je peux peut-être entamer. En fait, les enfants de 5-6 ans, de moins de 5 ans, c'est souvent pas associé à une dysphorie de genre comme telle. La détresse qu'on voit est associée au manque d'espace pour une expression de genre naturelle, innée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que avant l'âge de 5-6 ans, qui est l'acquisition de la constance du genre, donc où l'enfant comprend que son genre ne change pas selon les vêtements qu'il porte, selon les amis qu'elle a, etc., mais que c'est une partie stable, même quand elle est fluide, etc. Mais ça arrive seulement vers l'âge de 5-6 ans. Donc, avant ça, la frustration vient du fait que l'enfant est enfermé dans des carcans trop étroits pour l'enfant par rapport à ses besoins, pas autant d'identité de genre que d'expression de genre. Alors, de ne pas pouvoir jouer à certains jeux, de ne pas avoir accès à certains jouets et parfois de ne pas avoir accès non plus à l'exploration de « aujourd'hui, je suis une princesse, demain je suis un chevalier, je ne sais pas quoi ». Cette fluidité, cette recherche, cette créativité au niveau de l'expression de genre qui inquiète déjà, et comme je disais tout à l'heure, surtout pour les enfants assignés garçons. Donc, la détresse se voit parce que souvent par des colères, hein, chez les jeunes enfants, c'est pas la dépression dans le sens qu'on l'entend chez les adultes ou les jeunes adultes ou les ados. C'est beaucoup plus la colère, l'irritabilité, l'opposition et aussi parfois,
moi, j'ai eu des parents qui m'ont contacté parce que leur enfant de 4 ans voulait mourir. Alors ça, c'est quand même... Et là, c'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes d'explications, mais il y avait assez d'informations pour se rendre compte qu'il y avait vraiment une répression, et pas toujours à la maison. Des fois, c'est à la garderie, au CPE. Donc, il faut ouvrir tout grand ces portes-là. Mais en fait, les parents sont rassurés par le fait qu'à partir du moment où ces portes-là sont ouvertes, leur enfant s'épanouit. C'est pas très compliqué. Des fois, c'est en quelques jours, voire une semaine ou deux. Les parents reviennent en disant, mais de laisser l'enfant s'exprimer dans ses besoins au niveau de l'expression de genre a changé complètement notre enfant. On retrouve un enfant complètement transformé. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions que les personnes veulent qu'on discute? On a une question au sujet des athlètes olympiques. Il y a eu mention des chromosomes sexuels et j'ai appris qu'il n'y a pas seulement XX femmes et XY hommes, mais il y a aussi des cas de XXX, XXY, etc., les personnes intersexes. Est-ce qu'il y a dans le monde des études de ces chromosomes auprès des personnes trans afin de voir s'il y a des observations intéressantes? Est-ce que les personnes veulent parler un peu de ce sujet ou... Moi, je pourrais peut-être commencer juste comme pédiatre, mais aussi avec un groupe de patients intersexes que je suis aussi. Mais c'est important de dire que la plupart du temps, il n'y a pas de l'explication fondamentale, primordiale comme étiologie, c'est-à-dire une raison d'être trans qui est diagnostiquée ou trouvée par une prise de sang, par un radiographe, par un IRM, par examen de chromosomes. Il n'y a rien de différent la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y a un certain groupe, un petit groupe de personnes ayant une différence chromosomique qui pourrait être intersexes ou nés avec les organes génitaux ambigués, qui sont aussi appelés intersexes, comme avoir des traits de tous côtés, si on de tout pôle, si on dit ça, qui pourraient avoir aussi une variance de genre, une dysphorie de genre. Donc, il y a, comme on pourrait dire, un peu de confluence entre les deux conditions, les deux identifications ou les deux expériences, mais pas un à un. Donc, c'est vraiment comme nous avons discuté parfois la relation, la corrélation entre le diagnostic dans le spectre de l'autisme et une transidentité d'être variant de genre ayant une autre identification neurodiverse, neurodivergent, neuroatypique dans le spectre de l'autisme et aussi variant de genre ou trans ou non-binaire. Donc, les deux choses pourraient exister en même temps, ensemble, mais ce n'est pas à cause d'un que l'autre existe. Même chose pour les gens intersexes. S'il y a une différence chromosomique, soit génétique, ce n'est pas nécessairement lié à une raison d'être transgenre, mais ça pourrait arriver en même temps. Ça pourrait arriver. Mais le pourcentage n'est pas si gros dans la population générale à dire qu'on a beaucoup d'évidence et beaucoup de raisons clairement dit dans la recherche et la littérature que les conditions intersexe sont vraiment liées à considérer être transgenre. Cela dit, et c'est important juste à souligner un autre point, pendant les années 80 et même avant, dernièrement, on pourrait dire comme anciennement, de notre expérience dans les cliniques modernes, la médecine moderne, les gens intersexes ont été identifiés à la naissance, sont vécus, sont expérimentés, comme ont eu l'expérience, on pourrait dire, ont eu l'expérience parce que c'était posé sur leur dos d'être choisi par les parents ou les professionnels, de donner un sexe
après la naissance parce que les organes ambigus, les organes génitaux ambigus ont été décidés par les adultes impliqués dans la famille ou dans l'équipe médicale. Puis, parmi ce groupe-là, l'identité de genre n'était pas à 100% un match avec l'anatomie, comme les jeunes transgenres qui ont une anatomie qui ne matche pas avec l'identité interne ou l'identité de leur cerveau, on pourrait dire. Donc, ils sont un groupe, et ces personnes-là sont un groupe transgenre maintenant comme adultes, presque comme transgenres, parce qu'ils ont déjà été assignés un sexe presque immédiatement après la naissance ou très tôt, avant d'avoir la chance de s'exprimer. Puis, à ce moment-là, ils ont eu l'expérience d'être donnés et assignés un sexe, même s'ils ont eu les deux possibilités à la naissance. Et à cause d'une mauvaise décision, un mauvais choix, ils ont maintenant, mais comme adolescents, adultes ou même plus vieux, transgenres, en guillemets. Mais ils ne sont pas vraiment le même type de transgenres qu'on a identifié sans les différences chromosomiques, sans les différences génétiques, sans les différences anatomiques. Ils ont né comme sans atypie, mais avec une identité différente. Donc, c'est un peu long l'explication, mais c'est important de savoir qu'il y a plusieurs types d'identification et aussi des étiologies et les raisons pour être un peu différentes dans l'anatomie, la physiologie, la sécrétion d'hormones, mais aussi l'identité, le développement, l'identité de genre. Donc, pas de test, pas de chromosomes qu'on pourrait utiliser pour identifier les transgenres. Puis, par rapport aux athlètes olympiques, c'est vrai que ça pourrait, mais les gens intersexes pourraient être aussi partie de la discussion quand il y a les athlètes trans, parce que les chromosomes sont partie de la discussion, mais pas nécessairement si pertinents pour l'identification des groupes. Si ça pourrait aider comme la réponse à cette question. On a aussi une question au sujet du développement du cerveau pour les jeunes trans et non-binaires. Si quelqu'un veut parler un peu, s'il y a des différences, s'il n'y a pas de différences. Est-ce que c'est clair? Au sujet du développement du cerveau? Oui, je pourrais commencer. Les autres membres de l'équipe pourraient juste ajouter, peut-être aussi partager leur expérience et l'évidence par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il y a une différence de développement de cerveau causée par les hormones exogènes, c'est-à-dire données par un médecin ou par une équipe ou pour les jeunes trans. Mais la puberté pourrait changer comme le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est une partie de développement normal, typique pour tout le monde. Comme être nouveau-né, développer un certain niveau de comportement pendant la petite enfance, âge scolaire, prépubertaire, pubertaire, adolescence, jeune adulte et adulte. C'est un processus. Il y a des étapes. Et les hormones sont impliquées dans le processus de développement et considérées comment réagir avec tout le monde. Mais ce n'est pas nécessairement comme la testostérone et l'estrogène, comme les deux hormones seules qui décident la personnalité ou le développement du cerveau. En fait, le thyroïde, les autres glands endocrinaux, c'est-à-dire comme le pituitaire, tous les hormones sécrétées par le gland pituitaire sont beaucoup plus impliqués dans le développement d'une personnalité, le bon fonctionnement du cerveau, toutes les parties anatomiques et physiologiques qui fonctionnent comme il faut. Donc, on donne beaucoup de puissance à la testostérone et beaucoup de puissance à l'estrogène comme les deux hormones
les plus importants dans la vie, mais ils sont importants pour la puberté et pour le fonctionnement sexuel. Des fois, il y a certaines parties d'une personnalité qui sont affectées par peut-être un niveau élevé ou très haut ou très bas de testostérone ou estrogène, mais tout le monde, on pourrait dire, toute personne a un peu de testostérone, un peu d'estrogène à tous les jours, en tout temps. 100%, 80 heures, sauf qu'il y a comme une ablation ou une chirurgie qui enlève le gland pituitaire. Quand il y a une tumeur, un cancer ou quelque chose qui change de cerveau après une tumeur, on pourrait dire que oui, la sécrétion hormonale est changée. Donc, il n'y a pas comme un gros changement observé par rapport au développement du cerveau. Puis, il y a comme quand même un peu de recherche, et il y a une pénurie, peut-être on pourrait dire, une pénurie de détails et des données qu'on pourrait utiliser cliniquement à discuter les différences exactes avant la puberté, durant la puberté, après la puberté, chez les enfants trans et non trans, chez les ados trans et non trans, chez les adultes trans et non trans. Il n'y a pas d'études, pas de recherche, pas d'articles qu'on peut réutiliser comme oui, avec ces données, avec ces informations, on pourrait observer la vraie différence qui arrive à cause de la testostérone donnée par peut-être un professionnel ou la testostérone naturelle qui arrive pendant la puberté chez les garçons. Est-ce qu'il y a une différence entre un petit enfant et un adulte? Cérébralement, on pourrait dire dans leur cerveau, à 100%. Oui. Il y a un développement, il y a un changement. Mais ce n'est pas nécessairement parce que ce développement est une mauvaise chose ou c'est non désirable. On veut qu'il y ait un changement pendant la puberté. S'il n'y a rien qui change avec la testostérone, l'estrogène et les autres hormones et le métabolisme de la puberté, ça va causer un gros problème parce que l'adolescent va rester adolescent même à 50 ans, même à 60 ans, même à la fin. Donc, ce n'est pas normal d'être comme prépubertaire dans le cerveau pour toute la vie. Donc, c'est un peu difficile à dire oui, ces études ou ces articles ou même un documentaire en disant que oui, il y a un changement, une différence, mais c'est anticipé. Ce n'est pas comme une news flash, là. C'est pas comme « Oh my God, il y a testostérone donné à cet enfant et après la testostérone, le développement du cerveau n'est pas comme les autres filles qui reçoivent l'estrogène pendant la puberté. » Ouais. Aucune surprise. C'est plus comme les garçons qui reçoivent la testostérone pendant leur puberté et l'inverse. Donc, ce n'est pas parce que les jeunes trans sont vraiment comme différents cérébralement, c'est une partie de leur vie et développement qu'on doit aussi observer et suivre. Et s'il y a des difficultés, s'il y a peut-être un déclin cognitif, ça c'est une autre chose. Ça c'est individuel, ça c'est une personne, le traitement doit être sur mesure et toujours individualisé. Donc, on doit avoir le suivi pour ça. On a aussi une question si les personnes savent s'il existe des programmes de sensibilisation aux différences d'identité de genre dans les écoles primaires et secondaires pour les élèves et les professeurs ou enseignantes. Si les personnes au Montréal peuvent parler de ça? Je pense que vous pourriez contacter l'organisme Enfants Transgenres Canada qui font des formations dans les écoles. Ils peuvent aussi sensibiliser autant les professeurs, je pense qu'ils ont un programme de formation pour les enfants aussi maintenant. Puis il y a le Gris Montréal qui vient de lancer un guide, je pense, pour la démystification des identités de genre qui s'adresse particulièrement aux écoles secondaires. Ça, c'est les autres programmes. Sinon, il y a d'autres programmes. Peut-être que Françoise, tu veux dire quelque chose? Peux-tu partager le nom de ce programme dans le chat pour les personnes? Oui. Merci. Oui. Je pense que le programme qui a été lancé au mois de septembre à travers le Québec d'éducation à la sexualité apporte des éléments, apporte certains éléments
à partir d'un certain âge, à mon avis, pas assez tôt, mais apporte la question de la diversité de genre. Je pense que à partir de la fin de l'école primaire, moi, j'aimerais voir ça reculer, comme je l'ai dit, à la maternelle première année, où c'est vraiment important de donner ces outils-là de réflexion, ces outils pour nommer pour certains jeunes ce qui peut se passer par rapport à leur identité qui serait non-binaire ou trans. Et même pour apporter cette réalité-là, comme on le fait maintenant avec les familles homoparentales dès la maternelle première année. On parle des familles homoparentales. Il y a une façon de parler de cette diversité. Donc, on a encore un bout de chemin à faire, mais je pense que le programme d'éducation à la sexualité est un des lieux. Le problème maintenant avec ce programme-là, c'est qu'il est à peine implanté. Avec la COVID, n'en parlons pas. Et il y a bien des commissions scolaires ou bien des écoles dans toutes les commissions scolaires où il n'y a personne qui porte ce dossier-là. Alors, c'est malheureux. Et comme c'est pas porté ou c'est porté de façon très aléatoire et ça dépend de la bonne volonté d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est difficile pour nous d'arriver puis de dire, ben, nous, on voudrait aussi modifier certaines choses, mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui se font dans ce sens-là, mais il y a encore du chemin à faire. Alors, on fait appel, comme dit Annie, à des organismes extérieurs qui peuvent venir parler de ces réalités. On essaye d'arriver de plus en plus jeune. Évidemment, quand il y a un enfant qui fait une transition à l'école, d'habitude, ça amène cette curiosité, d'habitude, ça amène toute cette mobilisation de la part de l'école ou des parents de l'enfant qui fait une transition. Mais j'aimerais voir un travail plus proactif qui se fasse de façon plus universelle. Mhm. Merci. Et aussi, on a une question, si nous sommes intéressés à l'écart de la participation entre les pères et les mères par rapport à l'accès aux soins d'affirmation de genre chez les jeunes trans et non-binaires, une chose que je peux parler de ça, c'est on parle de toute la recherche au sujet de genre, au sujet de n'importe quoi. Les femmes participent aux recherches plus que les hommes. Et dans le cas de recherche sur les familles, aussi, si c'est au sujet de genre ou pas, les mères sont les personnes qui participent à la recherche plus que les pères, mais peut-être les autres personnes veulent parler un peu de ce écart. Dans la recherche récit de soins, on a invité tout le monde qui est intéressé à venir et effectivement, on a eu plus de femmes, de mères que de pères qui ont participé. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec les rôles traditionnels des soins aux enfants, donc sont plus présentes dans le soin. On parle ici de soins médicaux, donc souvent les mamans peuvent apporter les enfants plus souvent, je pense, dans les rôles sociaux des soins des enfants. Donc, c'est peut-être une raison pour laquelle on voit plus de mamans dans les soins d'affirmation de genre aussi. Là, je pense que c'est important de mettre ça en perspective. C'est pas parce que les pères sont pas soutenants. Je pense qu'il y a plusieurs pères qui sont soutenants. On le voit dans la recherche. Mais peut-être qu'au niveau des participations en recherche, surtout quand on parle de participation dans des soins cliniques, ben peut-être que c'est plus les rôles traditionnels de femmes d'emmener les enfants à la clinique médicale, donc participer. Oui, je rajouterais que je vais surenchérir sur ce que tu viens de dire, Annie, que mon observation clinique, c'est que c'est pas parce que les pères soutiennent moins bien. J'ai bien des familles où c'est souvent la mère ou c'est la mère qui a plus de mal à se mobiliser vers une posture de soutien de l'enfant. C'est intéressant au niveau de la dynamique familiale parce qu'il y a parfois un rôle passif de la part du père qui, en fait, soutient, mais ne va pas nécessairement de façon très ouverte soutenir l'enfant pour un peu préserver la relation avec la conjointe. Quand je parle vraiment d'un modèle hétérosexuel et cisgenre, mais il y a beaucoup de travail à faire encore pour vraiment bien comprendre la relation entre les parents aussi par rapport au soutien aux jeunes.
Alors, c'est après 8 heures. Alors, si il y a des autres questions très importantes que nous n'avons pas parlé, tout le monde pouvait nous envoyer un courriel avec toutes les questions et aussi garder un œil sur notre site web. Et si les autres personnes veulent juste donner un commentaire de conclusion. Bien, il y a une question qui est importante, je pense, qui vient d'être posée. Peut-être que ça vaut la peine juste d'y répondre rapidement. Il y a quelqu'un qui nous pose la question. Ces jeunes sont comme les autres ados, c'est-à-dire que leur attirance sexuelle n'a rien à voir avec leur identité. Cela me semble évident, mais j'aimerais que ce soit confirmé. Oui. Je pense qu'on peut le confirmer. Tout le monde a différentes identités de genre et tout le monde a différentes orientations sexuelles. Ça n'a rien à voir, mais oui, c'est une super bonne question. C'est important de le dire et de le répéter. Oui, très important. Et on a aussi trouvé, parce que dans le sondage Jeunes Transcan, on demande aux jeunes s'ils ont une idée à quel genre ils sont attirés. Et il n'y a pas une relation avec ça, avec leur identité de genre. Plusieurs des jeunes disent qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pansexuels. Mais ça, c'est seulement dans nos données de ces gens. Mais il n'y a pas une relation avec leur genre et leur orientation sexuelle. J'aimerais juste dire aussi que dans un autre projet qu'on n'a pas discuté ce soir, quand on a demandé aux jeunes de se décrire et de s'identifier eux-mêmes par rapport à leur identité de genre, il y a eu presque autant de réponses, de diversité de réponses que de participants. Puis je dirais peut-être pas autant par rapport à l'orientation sexuelle, mais presque. Donc, il y a vraiment plein de combinaisons et toutes ces combinaisons-là sont parfaites. Merci beaucoup. Alors, je veux remercier beaucoup tout le monde pour votre présence ici. Nous avons vraiment aimé partager nos projets avec vous et de répondre à vos questions. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.